Bonjour et ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison d'Historiquement Chaud. Et on va la commencer, on va bien la commencer avec cette exposition bohème au Grand Palais qui se tient jusqu'au 24 janvier. Sylvain Amic, bonjour et merci d'être là. Et puis Chloé Radiguet et Julien Sandre, vous venez d'établir l'édition des œuvres complètes et des lettres, jusque-là inédites, de Raymond Radiguet en 2 volumes. Et puis une biographie qui date de quelques années, elle, mais que je ne connaissais pas et qui m'a absolument passionné, aux éditions 1001 Nuits. On va commencer par Radiguet parce que, évidemment, tout le monde sait vaguement qui c'est, et en même temps, quand on ouvre votre livre, on se rend compte de l'impact incroyable. C'est comme un météore qui est venu en quelque sorte percuter la planète littéraire française dans les années 20, avec des réactions mais d'une variété étonnante de tous les écrivains, et quelque chose aussi d'une posture incroyablement contemporaine. On a dénoncé le lancement de son livre phare, disant que c'était le bébé cadom de la littérature, et d'un certain point de vue, Bernard-Henri Lévy, en lançant comme un savon les nouveaux philosophes, n'a fait qu'appliquer ce que Grasset avait déjà appliqué pour Radiguet. Tout à fait, oui. Tout à fait, je crois que Bernard Grasset est l'inventeur de l'édition telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il est le premier à avoir en effet lancé un livre comme on lançait à la même époque une savonnette, d'où ce surnom de bébé cadom de la littérature. D'autant qu'il était très jeune, évidemment. Absolument. Alors, racontez un peu déjà l'enfance de Radiguet, puisque c'est une histoire de famille, en ce qui vous concerne. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il devient ce météore littéraire que j'évoquais? Alors, Raymond Radiguet il est né d'une famille, et mon grand-père était caricaturiste de presse. Donc il est très très tôt confronté au milieu de la presse. Il a rencontré André Salmon, il avait même 14 ans et demi. Donc il est rentré comme ça de côté dans le monde littéraire, et il a travaillé très vite dans la presse parce qu'il a été débarqué du lycée pour désintérêt total de l'école. Donc c'est pas très moral, parce que ça veut dire que même si on va pas à l'école très longtemps, on peut devenir un très bon écrivain. Il paraît, oui. Peut-être même que ça a aidé, allez savoir. Alors, il y avait aussi chez mon grand-père, donc chez son père, une très très importante bibliothèque, et tous les journaux du matin arrivaient, puisqu'il faisait ses dessins pour L'Intransigeant, qui est un journal du soir. Donc c'est comme ça qu'il a été, à mon avis, quand même, déjà très ouvert sur le monde, et avec une acuité, un esprit d'analyse assez profond. Bon, ce qui revient comme un leitmotiv, c'est précocité. Oui, ça, c'est sûr qu'il était très précoce. Il a commencé à écrire à 14 ans et demi des poèmes, et puis il n'a plus cessé d'écrire jusqu'à sa mort. Alors, précocité en tout, oui. Précocité en tout. Oui. C'est quelqu'un qui a démarré donc dans la vie très tôt dans la vie professionnelle, mais aussi les histoires d'amour, mais aussi on se rend compte qu'il était vraiment le plus jeune parmi tous ces artistes qu'il fréquentait, à Montmartre d'abord, à Montparnasse après. Il était toujours le plus jeune de tous, mais il n'était pas considéré par les autres comme quelqu'un de plus jeune. Il était au contraire respecté. Et même des gens beaucoup plus âgés, je pense à Satie par exemple, disaient quand Radiguet entre et que nous sommes ensemble au dîner du samedi par exemple, il y avait ces dîners traditionnels du samedi, Raymond Radiguet entrait et le silence s'imposait à tous, dit Éric Satie. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose chez ce jeune homme. Oui, il y avait une forme de magnétisme. Enfin, il aimantait visiblement, sans jeu de mots. Un charisme. Ou il lamentait aussi, on pourrait dire. Tout à fait. Parce que voilà, il y a une forme de sensualité aussi. Il en joue, il allume énormément, si on peut le dire comme ça. Je ne sais pas, parce qu'on oublie toujours que 16 ans, 17 ans, c'est le moment où on est dans la séduction sans même le savoir. Il paraît qu'on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Ça, c'est pas nous qui le disons. Donc, il est séducteur, mais... Et si je veux être un peu très bien, et il tombe comme des mouches. Elle tombe aussi, surtout. Il et elle, oui. Tout le monde tombe. Et alors que... Il n'est pas beau à proprement parler. Il a une légère claudication, il est myope, il est habillé de façon un petit peu
singulière avec un grand par-dessus. Non, mais c'est pour ça, moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que, voilà, il est viré du lycée, mais il devient un grand écrivain. Il n'est pas spécialement beau, mais il est grand séducteur. C'est quand même la revanche de nous tous. Donc c'est très bien. Le charme et l'intelligence sont plus forts que la beauté. Alors, des noms qui comptent énormément dans sa vie et dans sa carrière, il y a celui de Cocteau, évidemment. Oui, enfin, il y a d'abord celui de Mac Jacob, qu'il a rencontré plus tôt, et qu'il a d'ailleurs dirigé vers Cocteau quelques mois plus tard. Il y a des gens comme Juan Gris qui comptent beaucoup parce qu'il a du coup fréquenté tout Montparnasse, rencontré Modigliani qui a fait des portraits, rencontré... Ça, on va recroiser ça avec les Bohèmes, voilà, évidemment. C'est parfait. Et il y a plusieurs portraits, en effet, de Modigliani. Il a rencontré Jean Hugo aussi avant de rencontrer Jean Cocteau. Enfin bon, Jean Cocteau est devenu un ami très proche. Ils ont beaucoup d'estime et d'affection l'un pour l'autre. Mais... ça ne suffit pas à faire de Radiguet, je sais pas, la créature de Cocteau. C'est vrai qu'on l'a quelquefois réduit à ça, ou tenté de le réduire. Et c'est vraiment, c'est de cette légende-là dont votre biographie rend justice, parce qu'on s'aperçoit, qu'il y a un côté un peu tuteur au sens plante que Cocteau peut jouer, mais en même temps, les ramifications sont absolument multiples. Et on se rend bien compte aussi, et là peut-être davantage dans le volume des lettres, que Raymond Radiguet écrit à Apollinaire, écrit à André Breton, à Aragon, etc., avant même d'avoir rencontré Cocteau. Et donc il est déjà très introduit dans le milieu littéraire, dans le milieu de l'édition, et dans le milieu des arts en général. Mais c'est ça, moi, qui m'a vraiment frappé, dont très honnêtement, je n'avais pas pris la mesure. Dans le chapitre que vous consacrez aux réactions, ce qui est invraisemblable, c'est que ça va, en effet, des dadaïstes à Mauriac, en passant par Jacques Maritain, etc. Bon, dans l'ensemble extrêmement positif, quelquefois très négatif, comme Suarez, etc. Mais on s'aperçoit qu'il a aimanté, tout le monde littéraire a eu... à dire ce qu'il pensait de Radiguet. Alors, est-ce que ça tient au succès phénoménal de son premier roman, qu'on n'a pas cité encore d'ailleurs? Pas seulement de son... c'est le quiz comme ça pour les téléspectateurs d'histoire. Mais de quel livre parle-t-il? Pas seulement, me semble-t-il, parce que Raymond Radiguet, et ça on le sait peu, on pense aussi très souvent que Raymond Radiguet, finalement, est l'auteur de 2 romans. Et allez, dites les titres alors. Le Diable au corps, bien sûr. Le Diable au corps, voilà, vous avez gagné. Et Le Bal du Comte d'Orgel. Et on connaît un peu une plaquette de poèmes publiée aussi chez Grasset après la mort de Radiguet qui s'appelle Les Joues en feu. Mais dans vos œuvres complètes, on s'aperçoit qu'il y a bien d'autres choses. On s'aperçoit qu'il s'est vraiment essayé, si j'ose dire, à tous les styles littéraires. C'est-à-dire que cette formidable curiosité et cette liberté aussi qui était la sienne l'ont incité à s'intéresser à la poésie, à l'essai. Il a aussi... Il y a un art poétique avec Max Jacob qui est un texte vraiment formidable, quoi. Oui. Et qui malheureusement ne se trouve pas dans ce volume parce que nous n'avons pas pu l'y publier pour une question de droit. Mais le texte est quand même extraordinaire, absolument formidable et total, enfin inattendu. Il ne correspond pas à l'image stéréotypée qu'on peut avoir du Radiguet romancier, quoi. Ni de Max Jacob. Oui. Et l'essai règle du jeu, qu'on connaît assez peu, la poésie est quand même très très inconnue de Radiguet. Et puis il y a tout le théâtre. Alors là, le théâtre, lui, est aussi très étonnant parce que Radiguet, finalement, c'est comme si Radiguet s'était approché ou avait voulu essayer, ou s'essayer à ces différents styles littéraires, mais chaque fois, il se les est vraiment appropriés, si vous voulez. Il a à chaque fois... il les a fait siens, ces différents styles, ces différentes formes. Et c'est ça qui est très étonnant. Il y a une audace formidable chez ce Radiguet. Alors, Le Diable au corps, comment comprendre le succès on dirait aujourd'hui, c'est un phénomène médiatique, ce qui s'est passé autour du Diable au corps. D'ailleurs, sa célébrité est soudaine, est énorme. Il y a beaucoup, d'ailleurs, d'observations dans votre livre et dans la biographie sur le fait qu'il a relativement gardé la tête froide devant ce succès. Ça, c'est très contemporain aussi comme problématique. Comment faire face à une notoriété soudaine ? Oui, alors il y a fait face très simplement. Il a continué à travailler, il a continué à partir en villégiature parce qu'il menait 2 vies.
Et comment comprenez-vous, avec le recul, le succès phénoménal? Objet de scandale, essentiellement? Oui. Non, pas essentiellement, mais d'abord objet de scandale, parce que ça raconte, comme un certain nombre de gens le savent, l'aventure d'un jeune garçon avec une femme dont le fiancé est au front. Et pour l'époque, c'est encore plus audacieux parce que la femme a 8 ou 9 ans de plus que lui. Donc il y avait double transgression, objet d'étonnement, et voilà. Mais je pense qu'au-delà du scandale, ce qui a frappé, c'est le classicisme de sa plume. À l'époque où tout le monde voulait faire moderne, lui, pas du tout. Et donc il prend les choses à contre-courant. Oui, un style classique et un contenu extraordinairement sulfureux, disons, et moderne, si ça veut dire quelque chose. Voilà. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il est resté la tête froide, mais parce que je pense que depuis déjà un peu plus d'1 an, il était appointé, entre guillemets, par Grasset. Il touchait de l'argent tous les mois, donc il avait comme ça une espèce de sécurité qu'il n'avait pas avant. Et il était tranquille, il travaillait vraiment beaucoup. Je crois que quand on travaille beaucoup, ça permet de garder la tête froide. Mmh. Je crois qu'il était, de manière générale, à distance, relativement à distance des choses. Quand on voit, dans la correspondance notamment, mais quand on voit la nature de ses relations avec les femmes qu'il a rencontrées, mais aussi avec les artistes de l'époque, on sent qu'il est toujours, et eux-mêmes le disent d'ailleurs, qu'il est toujours un tout petit peu à distance. Est-ce que c'est une posture de dandy? Non, je ne crois pas. Moi, enfin, en tout cas, évidemment, oui. je n'ai pas connu. Oui, mais vous avez fini par vivre beaucoup avec lui, quand même. Voilà, c'est ça. Ça fait maintenant un peu plus de 20 ans que nous travaillons sur Radiguet. Et non, c'est pas une posture, je crois que c'est vraiment... Alors, est-ce que c'est... Je ne sais pas, on dit que les gens très myopes, quelquefois, sont à distance du réel, je ne sais pas. En tout cas, non, je ne crois pas du tout que ce soit... C'est pas un poseur, c'est pas une posture. Non, il est souvent silencieux, et tout le monde le remarque, parce que dans les soirées où tout le monde est très exubérant, lui, il est assis avec son verre, il regarde, il écoute beaucoup. Et je pense que c'est... on l'appelait Radiguet le silencieux, quand même. Oui. Et Paul Morand, Blaise Cendrars, etc., étaient très, très impressionnés par ce silence. Alors, je disais tout à l'heure, l'incroyable variété des réactions. Bon, Jean Cocteau, c'est un peu attendu, mais Roland d'Orgelès, André Suarez, évidemment, parce que c'est quand même là, au moins est-il de la nature, et le jeune auteur ne nous trompe-t-il pas sur l'espèce d'âme infecte dont le ciel l'a doué? Il ira loin si Dieu lui prête vie, il a tout ce qu'il faut, petit poisson, pour devenir gras dans la mare aux gens de lettres et la fange de Paris. Quel hommage à la bohème, hein, quand même. Alors là, comment comprendre cette réaction d'une... Comme on peut le voir, Radiguet ne laissait pas indifférent. Son œuvre non plus. Et son œuvre non plus. Et il a en effet déchaîné des passions, quelquefois à son encontre. Voilà. Et c'est son succès, d'ailleurs. C'est très frappant de voir comment, aujourd'hui encore, Le Diable au corps est populaire. Il a fait scandale, et donc à ce titre-là, bien sûr, c'est un roman dont on a longtemps parlé. Il était quasiment l'adaptation cinématographique a aussi beaucoup fait pour la trace, oui. À relancer absolument, parce qu'on l'a relancé pas n'importe quand, on l'a relancé là aussi juste au sortir de la Seconde Guerre mondiale cette fois-ci, et donc à nouveau, c'est cette histoire entre quelqu'un qui défend l'honneur ou la patrie et sa femme qui a une histoire avec quelqu'un de plus jeune, évidemment, a refait scandale à ce moment-là. Mais c'est un livre qui finalement a été donc essentiellement sulfureux, quasiment mis à l'index, on le lisait sous cape ou à peu près, et aujourd'hui, et ça, c'est amusant. Il est au programme pour les élèves qui passent leur baccalauréat, et c'est devenu une lecture obligatoire. Et en effet, ce livre est devenu un classique. Radiguet disait il faut imiter ou copier les classiques, et c'est en cela que nous innoverons. Et ce qui, à l'époque, était un discours totalement... inédit, si vous voulez. Oui, on aurait pu penser que son classicisme stylistique le ferait pointer du doigt ou dénigrer par un Zara, par exemple. Et c'est très étrange, c'est-à-dire que Zara est presque plus sensible
vraie radicalité et modernité qui se déguise sous le classicisme du style que finalement enfin oui, et même s'ils ont des joutes ou des échanges théoriques qui sont de point de vue tout à fait différents. C'est vrai aussi avec Breton à certains moments, c'est vrai avec Aragon. Qui n'était quand même pas le plus tendre des... C'est vrai aussi avec Aragon à d'autres moments, etc. Mais on sent que ces gens, même quand ils s'opposent à lui, qui ne sont pas d'accord sur l'orientation qu'il prend, manifestement, et même au travers de noms d'oiseaux, ont pour lui une véritable considération. Et une forme d'affection aussi. Et le traite d'égal à égal, ce qui est quand même assez étonnant parce qu'il a 18 ans, 19 ans. Voilà. Il y a un très beau texte, une très belle réaction de Mauriac aussi qui parle de lui comme souvent en parlant d'un autre et sur le fait d'avoir commencé à écrire jeune. Et en fait, c'est pour dire aussi que le bal du comte d'Orgel est peut-être souffre un peu peut-être du succès écrasant du premier roman et que c'est quand même un livre extrêmement intéressant. Et Mauriac le dit d'une certaine façon en disant quand on a commencé jeune et qu'on a eu le succès sur un premier roman, comment faire un deuxième, quoi. C'est ça. Alors comment faire un deuxième, ça ne l'a pas du tout tracassé parce qu'il a commencé avant même d'avoir fini le Diable au corps, la troisième mouture du Diable au corps. Il avait déjà écrit entièrement un premier jet du bal du comte d'Orgel. Donc visiblement lui, ça ne l'a pas bloqué. Et en effet, oui. Pardon. Non, le succès, en effet, ne l'a pas, parce que quelquefois, le succès est tel qu'on cesse de travailler. Et en effet, comme le dit Chloé, Radiguet a continué exactement à travailler de la même manière. Et ce succès ne semble pas l'avoir affecté. Alors, pour ce qui est du livre aussi, je pense que c'était moins un objet de scandale. Et puis, ce livre est sorti après sa mort, malheureusement. Donc ça change aussi les choses. Le livre n'a pas été lancé, entre guillemets, de la même manière non plus par l'éditeur, par Bernard Grasset. Bernard Grasset, il dit quand même, quand il découvre ce jeune auteur, j'ai eu, enfin je cite de mémoire, pour la première et seule fois de ma vie, le sentiment d'être face à un génie. C'est pas rien non plus de la part de Bernard Grasset. Et alors, il a été pionnier dans sa manière de lancer Radiguet, enfin le livre de Radiguet, mais il a été pionnier aussi en cela qu'il a fait un clip littéraire. C'est-à-dire qu'il a fait tourner pour les actualités pâtées la signature du contrat, etc. etc. Donc c'est très curieux parce que ça passait comme ça partout, y compris en province, et ça ne s'était jamais fait non plus, ça. Alors, est-ce que la légende aussi ne tient pas à sa mort et à sa disparition précoce, qui en fait évidemment... Bien sûr, mais alors, la légende a été construite patiemment, savamment, et notre travail a aussi consisté à... distinguer la légende de la réalité pour lui redonner sa vraie place et puis finalement sa vraie grandeur. C'est quoi la légende dont il fallait un peu se méfier ? La légende, c'est il est très paresseux, il faut l'enfermer pour qu'il travaille, il sort par la fenêtre, il bâcle son travail, etc. Alors que vous montrez que c'est au contraire un acharné du travail. Acharné. Et les lettres sont... Oui, et pratiquement 1000 pages d'œuvres complètes pour quelqu'un qui est mort à 20 ans, c'est pas l'idée que je me fais du paresseux. Et puis cette idée qu'il devrait quasiment tout à Jean Cocteau, on voit bien que ça c'est une réécriture de l'histoire et que l'on doit à Jean Cocteau lui-même, qui, à la mort de Radiguet, et en quelque sorte, c'est un petit peu approprié cette histoire et la raconter de la manière qui lui convenait à lui, mais on voit bien que ça n'est pas conforme à la réalité. Et c'est aussi ça, notre travail. Enfin, personnellement, je trouve ça d'ailleurs très, très gratifiant de pouvoir donner à découvrir le vrai Radiguet, si on peut dire ça. Et sa postérité littéraire, on voit pas des jeunes écrivains se revendiquer de Radiguet, peut-être justement à cause de l'extrême classicisme de son style. Moi, je ne vois pas. Je sais que, par exemple, Barjavel m'a dit qu'un jour, il avait reçu un jeune homme qui lui disait « Je voudrais devenir le Radiguet des temps modernes ». Il lui a dit « Alors, écoutez, commencez par vivre, par écouter, par réfléchir, puis écrivez, puis éventuellement devenez-vous ». Est-ce que c'est une des incarnations
d'une des formes de la bohème. Sans nul doute. Et les personnages qu'on a cités, Éric Satie, Max Jacob, etc., c'était le Montmartre bohème, donc il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ça me fait penser à un autre personnage qui est dans l'exposition, c'est Arthur Rimbaud. C'est la même figure solaire, explosive, qui remet en cause tout ce qui l'a précédé. Peut-être moins destructeur que Rimbaud ne pouvait l'être pour ceux qui s'approchaient de l'astre. Tout de même tenté par les excès en tout genre. Hein. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup la fête. Finalement, il divisait son année en deux. Pendant 6 mois à peu près, il faisait la fête au Bœuf sur le Toit et ailleurs, en buvant énormément, en prenant aussi un certain nombre de drogues. Enfin, c'est quelqu'un qui, en faisant la fête énormément. Et ensuite, il partait en province pour écrire. Et là, il se levait tôt, il se mettait à sa table de travail. Il ne buvait plus que du lait. Et il avait une vie incroyablement réglée. Voilà. Mais non, c'est quelqu'un qui... Le travail en alternance, comme on ne disait pas encore à l'époque. Paris, c'était le lieu des excès, de la fête, et donc, voilà. Alors, Bohème, cette exposition au Grand Palais où on rencontre, alors en effet, toute la bande dans laquelle gravite Radiguet, d'abord, vous l'avez mise au pluriel. Oui, parce que c'est un mot tout à fait polysémique, et heureusement, c'est dans la langue française qu'il y a cette polysémie. Bohème, c'est à la fois les bohémiens, qui ont fasciné les artistes pendant 3 ou 4 siècles, et puis c'est aussi les artistes, la vie d'artiste, qui se construit à partir de l'époque romantique, et le moment où s'invente un itinéraire marginal pour les artistes qui vont devenir les grandes valeurs de l'art moderne. Alors, pour qu'il y ait ce rapport finalement à la bohème, au sens artistique du terme, il faut des lieux et il faut une sorte de marginalité assumée. C'est ça, c'est-à-dire que c'est une génération, celle qui invente la bohème, qui ne trouve pas sa place sous la monarchie de Juillet, on ne lui fait pas de cadeaux, il y a beaucoup de monde, Paris est une sorte de tourbillon d'idées, il y a un appel de la presse avec toutes ces petites feuilles de chou qui paraissent, il y a toute une génération qui va devoir inventer un itinéraire bis pour arriver à ses fins, et c'est Courbet, c'est évidemment aussi Baudelaire, et ensuite il y a une forme de mythe de la bohème qui se crée et qui attire à Paris tout ce que l'Europe compte d'apprentis philosophes, littérateurs, poètes ou peintres. Mais cette bohème, comme les bohémiens, elle doit inventer son territoire, rien ne lui est acquis. Donc ça va être les cafés, ça va être... Donc il y a une forme de nomadisme citadin, on pourrait dire. C'est exactement la transposition dans le monde citadin de la supposée liberté nomade du véritable bohémien qui déjà est dans le paysage artistique depuis 3 siècles. Alors évidemment avec des pôles, on va y revenir, Montmartre à la fin du 19e, début du 20e siècle, descendant à Montparnasse et au quartier latin, et donc évidemment avec des traces aujourd'hui encore. Alors revenons quand même... Quand vous dites, ça devient presque une posture, ça devient une esthétique. C'est lié aussi au mythe romantique, du poète maudit, etc. Ça ne se comprend pas sans ça. Oui, c'est la même époque. De toute façon, Chatterton de Vigny, c'est 1830. Et donc, on est vraiment à la naissance de la bohème romantique, de la bohème ensuite réaliste. Et puis, il y a ce succès fabuleux des scènes de la vie de bohème d'Henri Murger et la consécration par l'opéra de Puccini en 1896. À partir de ce moment-là, la bohème, c'est une sorte de forme académique. Donc on vient à Montmartre faire cette expérience de l'Europe entière, et puis ensuite on va faire une carrière très sage dans le pays dont on est originaire. C'est un passage, c'est une forme de rite. Et aujourd'hui encore, dans tous les milieux, il y a un moment d'émancipation, on quitte sa famille, on vit un petit peu... Oui, il y a un petit rite initiatique. Voilà, ça c'est la vie de bohème. Donc c'est resté... Ce qui me fascine, c'est à quel point ce phénomène très moderne est ancré dans l'imaginaire. En quelques décennies, c'est devenu une expression consacrée et un passage obligé. Chloé Radiguet, je vous voyais opiner du chef. Oui, non, mais parce que la bohème, c'est vrai. Moi, j'habite sur la butte, donc c'est vrai qu'on a plein de traces. Oui, près du bateau Lavoir et tout ça. Voilà, tout près. Mais ce que vous dites concernant les cafés, etc., en effet, pour ce qui est de Radiguet, on voit bien que tout le monde se retrouvait à la coupole, à la rotonde, etc. C'était vraiment au dôme. Les cafés, c'est essentiel pour l'échange des idées, et tous les grands mouvements artistiques du 19e siècle sont liés à des cafés. Vous avez le réalisme avec la brasserie des Martyrs, vous avez l'impressionnisme avec le café Gerbois, il y a à tous les moments. Et quant aux scènes de la vie de bohème, elles se passent au café Momus, qui est rue Saint-Germain-l'Auxerrois, parce que c'est un lieu ouvert, c'est un lieu de sociabilité. On peut s'asseoir à côté de vous au café et la discussion commence. C'est le contraire de l'académie, où on accepte que ceux qui vous ressemblent, c'est de la cooptation.
conditions. Donc il y a des gens comme Manet, qui sont des rentiers, qui sont des bons bourgeois, qui presque s'obligent à aller au café, parce que c'est là où est la modernité, c'est là où se fabriquent les idées nouvelles. Ça qui est saisissant. Mais il y a le territoire du café, il y a aussi le territoire des hôtels, des garnis, des mansardes. C'est tout un renversement de l'image de l'artiste, parce que l'artiste, avant la bohème, c'est un personnage qui veut ressembler à une société désirable, aristocratique. Avec la bohème, il donne une image de lui qui est plutôt le marginal, vivant dans des endroits peu fréquentables, et il donne une image de lui d'une nonchalance, d'une sorte de dédain, d'une forme de dandisme, qui transforme complètement l'image de l'artiste que l'on a. Et même les attributs de l'artiste, la palette, le pinceau, la muse, la couronne de laurier, ça devient plutôt le poêle, la cheminée, le café, voire des choses extrêmement triviales. Chez Van Gogh et Rimbaud, par exemple, c'est les godillots qui remplacent la lyre du poète. Donc, je trouve ça formidable. C'est le renversement complet de siècles de constitution d'un statut artistique. Et il y a une géographie spécifique à la bohème, c'est-à-dire que dans la volonté finalement d'être excentrique au sens strict du terme, on va loin des centres. Oui. Et c'est Montmartre, par exemple. Oui, d'abord c'est le quartier latin, parce que par exemple Verlaine, dans les années, à la fin de sa vie, début des années 90, c'est la figure de la bohème dans le quartier latin, avec ses frasques, ses chutes dans le ruisseau et ses renaissances, et puis toute cette cohorte de jeunes poètes qui l'admirent et qui le retapent, le redressent. On a vraiment, pour ses funérailles, un monde extraordinaire qui vient, parce qu'on a battu le rappel dans tous les cafés de Paris. Et ensuite, eh bien, fatalement, c'est une donnée économique. Montmartre est un lieu où les logements d'ouvriers ne sont pas chers, on peut trouver des ateliers. En fait, c'est déjà le processus de boboisation dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire la manière dont des artistes se mettent dans des quartiers populaires ou malfamés, et finalement vont leur donner une nouvelle identité. Oui, enfin, ils ne retapent pas les logements pour les revendre. Je suis d'accord. C'est la différence. Ils sont vraiment sous les toits. Et c'est vrai que dans ces quartiers-là, il y a aussi les cabarets, il y a aussi tout un univers créatif et ces échanges dont on a parlé tout à l'heure qui permettent... Oui, le chat noir de Bruyant, le lapin agile, où on peut gagner quelques francs en jouant du piano comme Satie au chat noir, ou en brossant quelques décors, en composant quelques bourrimé ou bien en apparaissant sur scène. Donc c'est un lieu où on vit d'expédients, où tout est possible, le lendemain n'existe pas, on vit pour l'instant présent et on peut aussi y brûler sa vie. Mais les bohèmes, ceux qui s'en sortent, ce sont ceux dont on retient le nom. Il y a tout un tas de bohèmes qui végètent au café et qui n'ont jamais rien fait. Donc c'est aussi un mot à double tranchant pour ceux dont ils sont affubés. Oui, et puis une forme de duplicité aussi. Je pense au chat noir et la manière dont un Bruyant peut prendre la poésie de la rue, mais en même temps, au bout d'un moment, ça devient d'un snobisme invraisemblable et les gens de la haute viennent s'encanailler. Tout à fait. C'est le cas aussi de tous les bals, du Moulin Rouge, de tous les bals de cabaret, parce que c'est un lieu où on s'amuse, c'est un lieu où la provocation règne. On peut se faire apostropher à l'entrée du Chat Noir en disant « Ah tiens, tu es sorti de prison, comment ça va ?» alors qu'on est un bourgeois tout à fait respectable. Donc il y a une forme de mise en danger très soft et très vite en fait la bohème n'est plus à Montmartre, mais elle va partir vers Montparnasse. Et ce qui est fort, c'est que l'image de Montmartre et l'image de Paris restent totalement associées à la bohème. Et par exemple, l'affiche du Chat Noir de Steinlen, c'est une affiche qu'on peut voir dans le monde entier. On peut l'acheter à New York, on peut l'acheter au Mont-Saint-Michel, etc. Donc c'est vraiment un mythe qui est collé et qui fonctionne encore aujourd'hui avec l'image touristique. Donc même par exemple un Whistler, il vient à Paris parce qu'il a lu les scènes de la vie de bohème de Murger. Il veut vivre la vie de bohème, donc il laisse tout tomber et il vient la vivre à Paris. Et cette attraction demeure aujourd'hui. Ce que nous dit Sylvain Amic correspond absolument au contexte de vie de Radiguet. Ce mélange aussi de tous les arts, c'est-à-dire que on est écrivain et on côtoie aussi bien des peintres, des musiciens, et ce sont les échanges avec ces artistes divers qui font des écoles, des polémiques, des disputes.
Oui, il y a une émulation permanente. Les échanges pendant les dîners du samedi dont parlait Julien Sandre tout à l'heure, Madeleine Millot racontait que ça fusait de toutes parts et puis ça débouchait aussi sur des créations, parce qu'il y avait des créations théâtrales avec la musique du groupe des Six, les décors de Pablo Picasso, les costumes de Chanel, etc. C'est vraiment une collaboration née d'échanges festifs. Et pour revenir à ce que vous disiez à propos de la bohème aussi, c'est-à-dire que ce qui est très frappant au moment où Radiguet fréquente la bohème et ses amis artistes de Montmartre d'abord, de Montparnasse ensuite, c'est que l'aristocratie elle-même, je pense à une famille comme les Beaumont par exemple, finissent par organiser chez eux des bals qui sont des bals, enfin, ils font venir la canaille au fond, enfin, les artistes chez eux, évidemment, les noailles de la même manière. Donc, c'est amusant, c'est-à-dire que non seulement l'aristocratie ou la bourgeoisie va s'encanailler à Montmartre, à Montparnasse, mais ensuite, elle organise la bohème au fond, chez elle. Elle l'a fait entrer chez elle dans ces hôtels particuliers du 7e arrondissement. Comment vous avez construit cette exposition, le choix des œuvres Vous savez, c'est la première exposition de grande ampleur sur le thème, et je pensais qu'il fallait absolument balayer l'ensemble de la période chronologique, parce qu'on a parlé beaucoup de la bohème artistique, mais cette bohème, elle naît de la fascination et par imitation de la vie supposée libre et sans règles des bohémiens. Et donc en fait, on commence l'exposition en 1493 avec un dessin de Léonard de Vinci, qui est un des premiers à dépeindre la réalité des bohémiens qui sont arrivés en Europe de l'Ouest. Et on voit que à travers 4 siècles, l'intérêt pour cette figure si particulière, si pittoresque, qui amène avec elle le mystère, parce que c'est les lignes de la main, la bonne aventure, le mystère de leurs origines, mais aussi la fête, la musique, la danse. Cet intérêt pour cette figure ne se dément pas. Et c'est intéressant de voir, quand vous disiez l'aristocratie s'encanaille, c'était la même chose, c'est-à-dire que les pouvoirs locaux, les seigneurs locaux, appréciaient énormément ces bohémiens qui arrivaient avec cet univers de fête qui constituait une main-d'œuvre aussi supplétive appréciable, et on s'amusait énormément en province, même si le pouvoir central, déjà Louis XIV et ensuite bien sûr d'autres pouvoirs, ont toujours lutté contre les bohémiens en essayant de les contraindre par des lois. Donc on avait vous voulez dire que le problème des Roms ne date pas d'hier? C'est vieux comme le monde, et l'actualité récente n'est absolument pas surprenante. On est exactement on est dans cette schizophrénie. Vous avez par exemple Louis XIV qui apparaît costumé en bohémien, on disait égyptien à l'époque, dans des ballets de Lully, et puis ce même Louis XIV édicte une loi pour mettre tous les bohémiens dans les galères et les femmes et les enfants dans les hôpitaux prisons. Donc vous voyez, cette schizophrénie entre le réel et l'image que l'on construit était déjà présente. Voilà Sylvain Amic, commissaire de l'exposition Bohème au Grand Palais jusqu'au 24 janvier avec un catalogue absolument magnifique de l'exposition. Chloé Radiguet et Julien Sandre, merci pour ces œuvres complètes et ces lettres jusque-là inédites de Raymond Radiguet, collection Omnibus. Et puis si vous voulez aller voir cette biographie dont je disais le plus grand bien tout à l'heure, édition 1001 nuits, Raymond Radiguet, un jeune homme sérieux dans les années folles qu'on vous doit. Merci à tous les trois. Merci. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures historiques.